On entend énormément parler de respiration aujourd'hui. Mais ce que l'on entend surtout, ce sont des promesses spectaculaires, sensationnelles. Des respirations qui guérissent tout, qui détoxifient, qui purifient, qui élèvent spirituellement. La respiration est devenue un produit. Et pendant ce temps-là, on parle très peu des principes fondamentaux et encore moins des contre-indications. On met vraiment sur le côté ce qui se passe réellement dans ton système nerveux, dans tes mitochondries, dans tes circuits émotionnels. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de te transmettre 9 principes essentiels pour comprendre comment ta respiration façonne ton cerveau, comment elle influence ton énergie cellulaire, comment elle conditionne la peur et les autres émotions, et comment aussi elle peut te rendre plus stable ou plus fragile. J'ai sélectionné 9 principes parmi une infinité que je te partagerai au cours de mes vidéos. Allez, on passe au premier principe. Avant d'être un outil spirituel ou psychothérapeutique, la respiration est d'abord une mécanique naturelle. Elle est impactée par des lois physiques, de pression, de volume, de compliance. Par exemple, quand ton diaphragme se contracte, le volume thoracique augmente, la pression baisse et l'air entre. On appelle ça l'inspiration. Quand il se relâche, l'élasticité pulmonaire expulse l'air, l'expiration. Et voilà le problème. Si ton diaphragme est déjà sous tension chronique à cause d'une posture un peu effondrée, d'un stress accumulé, d'une hypervigilance, alors chaque inspiration devient plus coûteuse parce que ton diaphragme ne peut pas avoir une bonne course entre ton abdomen et ton thorax. Et le cerveau déteste le coût énergétique. Pourquoi? Parce que ça l'oblige à compenser et à déstructurer, déséquilibrer tout le reste du corps. En l'occurrence, dans ce cas, il bascule vers une respiration plus haute, plus thoracique, rapide, superficielle, et c'est là que tout commence. C'est pas juste une mauvaise habitude qui se met en place, c'est une adaptation neuromécanique qui va remplacer le schéma naturel. Et quand cette mécanique devient inefficace, ce n'est pas seulement ton souffle qui change, c'est aussi ton cerveau. Une solution que tu pourrais adopter au quotidien, c'est de prendre un peu le temps de t'allonger sur le dos, de placer un livre léger ou un coussin sur ton abdomen, une sorte de poids, et d'inspirer lentement par le nez en laissant le livre monter, en forçant avec le ventre, et à l'expiration, faire de même. Laisser ton expiration bien se vider et légèrement contracter les abdos pour pouvoir stimuler tes muscles expiratoires et aussi aider la remontée de ton diaphragme. Et on en vient au principe numéro 2. Quand tu respires vite et superficiellement, ton centre respiratoire, le pré-Bösinger complexe, je sais c'est un nom un peu particulier, accélère le rythme. Ce qui se passe en fait, c'est que ce centre projette vers une petite structure cérébrale qui libère de la noradrénaline. Et plus la fréquence respiratoire est élevée, plus il y a de production de noradrénaline, plus il y a de tonus sympathique. Pour vulgariser, ton rythme respiratoire, c'est une molette de volume, d'intensité sur ton système d'alerte. Et plus tu respires vite, plus tu montes le volume, plus tu augmentes l'intensité. Ce qui veut dire que selon ton profil, ta personnalité, ton histoire, tout ça, ça peut être vécu comme de l'excitation, de l'agitation. Et ça, chez une personne sensible, ça suffit à déclencher des boucles anxieuses. Donc, on passe vers une autre vision de l'anxiété. On n'est plus uniquement sur de la psychologie pure. On voit du coup que ça peut être aussi uniquement entretenu par un dérèglement mécanique de ta respiration. Ça change la donne, notamment concernant les solutions qu'on nous met à disposition pour traiter un peu ces nouvelles pathologies mentales modernes. Pour réguler un peu ça tous les jours, tu peux pratiquer un rythme de 4-6. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration, toujours en nasal, 5 minutes. Pourquoi? Parce que l'expiration longue active davantage les voies parasympathiques vagales. Du coup, ça t'aide à baisser mécaniquement cette fameuse noradrénaline surproduite. Mais ralentir ton souffle n'est pas encore suffisant si tu ne comprends pas ce qui pilote réellement ta respiration. Donc je vais t'expliquer le rôle du vrai chef d'orchestre. On t'a appris que l'oxygène était le carburant, et c'est vrai, mais ça reste incomplet. Le vrai régulateur de ta respiration, c'est quand même le dioxyde de carbone, le CO2. Pourquoi? Parce que quand tu hyperventiles, tu expulses trop de CO2. Et quand tu en manques, ton cerveau devient plus sensible aux variations biochimiques qui vont se produire entre l'oxygène et ce dit CO2 et encore d'autres molécules. Le résultat de ça, c'est que ton seuil de panique peu à peu descend. Et donc tu déclenches de plus en plus facilement ce qu'on appelle le suffocation alarm, l'alarme de suffocation. Chez les personnes anxieuses, cette alarme est hypersensible. Et c'est pas parce que c'est un défaut psychologique, même si ça peut être entretenu par un environnement trop stressant, par des blessures, je ne le renie pas, mais c'est surtout une sensibilité biochimique. Donc oui, peut-être qu'au départ, ça a été enclenché par des événements traumatisants, blessants, par une mauvaise interprétation de certaines choses, mais in fine, c'est devenu un problème corporel. Donc on peut aussi régler
cette problématique-là en utilisant les outils que nous met à disposition notre corps. La solution progressive, c'est de augmenter ta tolérance au dioxyde de carbone en douceur. Tu prends une respiration nasale normale et après une expiration, tu t'autorises une pause, une apnée de 2 à 5 secondes pour commencer. Puis tu peux aller vers 10 secondes si tu es à l'aise. Puis tu reprends une inspiration calmement et tu répètes ça pendant 5 minutes. Ça augmentera ta tolérance sans trop de stress. Et cette sensibilité au CO2 ne joue pas seulement sur la panique. Là, c'est un des axes que j'aborde sur ma chaîne. Mais elle joue aussi sur l'énergie même de tes cellules, les mitochondries. Et on en a parlé dans la vidéo précédente. Alors, sous stress chronique, le cortisol, cette hormone du stress, souvent appelée comme ça, reste élevé. Les mitochondries, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo précédente, des sortes de centrales énergétiques, reçoivent le signal qu'il faut mettre la priorité à la vigilance. Et donc, elles produisent de l'énergie uniquement pour contenir cette alerte plus que pour la récupération. À court terme, c'est efficace, mais à long terme, les dégâts dans le corps peuvent être énormes. Stress oxydatif, inflammation, altération de la membrane de tes cellules, la fatigue cognitive qui arrive, le brouillard mental, la dérégulation émotionnelle. En bref, il y a un peu tout qui part en vrille. Et le cerveau entre en mode prédictif, parce que ça, c'est une de ses fonctions principales. Sauf que là, au lieu d'anticiper la sécurité, il anticipe le danger, même quand il n'est plus là. Donc, t'es hyper bien câblé, ça c'est sûr, t'es hyper réactif, mais t'es complètement épuisé. Ce que tu peux faire pour ça, c'est rééquilibrer un peu le tout. La respiration lente, respecter tes cycles aussi de lumière. De la lumière le matin au réveil, et le soir, quand l'obscurité tombe, aussi de diminuer les écrans. Et aussi, surtout, bouge. Autorise-toi des moments où tu marches dans la journée. Même si tu es sédentaire, tu prends 5 minutes, allez, toutes les heures et demie. Et pourquoi tout ça? Parce que la respiration lente va t'aider à diminuer le cortisol, la marche améliore la biogénèse des mitochondries, donc on en a besoin, et la lumière régule les rythmes circadiens. Donc tu auras aussi plus de facilité à dormir le soir et à te réveiller le matin. Ce mode d'hypervigilance s'imprime profondément dans les circuits de la peur. Le principe numéro 5, il est très peu souvent abordé. Suite à un choc, un traumatisme, très souvent émotionnel, deux choses peuvent se produire au niveau de la respiration. Une hyperventilation ou des apnées réflexes. Très souvent, on observe ces deux cas-là. Et dans les deux cas, le pH sanguin change. Tu sais, cet équilibre acido-basique. Tu as déjà dû entendre ça. Pour ceux qui veulent les détails un peu de science, des canaux ioniques sensibles à l'acidité s'activent dans le cerveau et notamment dans l'amygdale. Et cela facilite la plasticité des circuits de peur. Autrement dit, si ta respiration est dérégulée au moment d'un événement traumatique, eh bien l'encodage émotionnel peut être amplifié. Cela peut expliquer pourquoi, chez certaines personnes, des pratiques de respiration, pourtant douces, ne leur fait absolument pas du bien, parce qu'elles reproduisent un pattern qu'elles auraient pu avoir lors d'un événement traumatique. Et cela explique aussi pourquoi travailler la régulation respiratoire peut modifier la relation au souvenir progressivement, en étant sécurisé et guidé par les personnes compétentes. Je t'invite notamment, quand une émotion surgit dans ces phases-là, à pas forcément la combattre, mais à observer ton souffle justement pour voir s'il y a une corrélation, et à tranquillement ralentir l'expiration pour les mêmes bénéfices que j'ai déjà cités précédemment. Ça t'aidera à modifier la reconsolidation émotionnelle autour d'un événement. Mais attention, respirer lentement ne veut pas dire respirer n'importe comment. Pour ce 6e principe, c'est une chose que je répète encore, c'est que le nez n'est pas un simple tuyau. Il filtre l'air, il l'humidifie, il régule la résistance quand l'air rentre et ressort, et à l'intérieur de lui aussi est produit l'oxyde nitrique, dont on a parlé dans la vidéo La molécule magique. Et pour revenir sur la légère résistance que la respiration nasale crée, ça favorise un rythme plus lent, ça améliore la ventilation des alvéoles, et ça optimise les échanges gazeux. Et sur le plan mécanique, ça active davantage le diaphragme. Donc, la bouche, elle, va faciliter la vitesse et le volume d'air qu'on va prendre. Par contre, elle va omettre tous les bénéfices qu'on vient de voir là. En tout cas, au repos. Dans des cas d'activité intense, c'est un peu différent. On reviendra là-dessus bien plus tard. Mais le problème, du coup, c'est que la bouche, elle favorise la réactivité. La respiration buccale va augmenter notre réactivité, notre sensibilité aux signaux extérieurs, mais aussi aux signaux corporels. Et c'est pas ce qu'on veut, et encore moins chez des personnes anxieuses. Là où la respiration nasale permet d'adoucir justement ce rapport que l'on entretient avec le réel. Je t'invite juste à faire une respiration nasale au repos le plus souvent possible, et aussi de le faire en marchant, pour que ton corps reprenne l'habitude de respirer par le nez, même dans l'effort.
Et si c'est nécessaire, il faut aussi faire un petit travail de désencombrement nasal, en te nettoyant le nez par exemple le soir et le matin. Mais il n'y a pas que respirer lentement et par le nez. Il y a aussi le rythme respiratoire qui influence la manière dont ton cerveau traite l'information. Des recherches montrent qu'en haut de l'inspiration, la réaction motrice est plus rapide. Elles montrent aussi que face à des tâches complexes, elle favorise l'activation de circuits préfrontaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant d'entamer quelque chose qui va nous demander beaucoup de ressources ou de transgresser un peu nos peurs, on a tendance à prendre une inspiration. On se prépare. Eh bien en fait, c'est aussi un réflexe purement physiologique qui nous permet de nous recentrer, de rationaliser ce qui va arriver et aussi de passer à l'action. On sort du fonctionnement limbique émotionnel de peur pour rentrer dans une phase de contrôle rationnel. Et ces mêmes recherches montrent aussi qu'en fin d'expiration, le traitement de l'information qui a été captée est plus précis. C'est juste dingue. Ça signifie que ton cerveau et ton souffle sont synchronisés. Mais même à l'échelle de comment on vit le réel. Donc tu comprends là aussi que ta respiration, c'est pas juste un fond sonore. C'est aussi un oscillateur neuronal. Je t'invite à vraiment observer la prochaine fois que tu prends une grande inspiration avant de parler ou avant de passer à un acte. C'est pas anodin du tout, ça te permet de te recentrer. Et là, je vais apporter quelques nuances. En ce moment, je critique pas mal le breathwork, donc je vais revenir un peu plus dessus avec le principe numéro 8. Je le dis, les pratiques intenses de respiration ne sont absolument pas faites pour tout le monde, tout comme les pratiques d'hypoventilation. Que ce soit dans un extrême ou un autre, il faut toujours adapter aux problématiques de la personne et à ses besoins réels. Mais pour revenir sur l'hyperventilation ou encore les techniques de suspension de souffle, d'apnée, d'exposition au froid, ce sont des stress physiologiques assez intenses. La pression artérielle subit des variations parfois énormes, le stress métabolique aussi augmente, l'hypoxie potentielle, donc une baisse drastique de l'oxygène, une augmentation drastique du CO2 et vice-versa, une augmentation drastique de l'oxygène et une baisse du CO2. Il y a des contre-indications fréquentes que les fameux gourous de ces méthodes oublient très souvent de donner. Les personnes qui ont des troubles de panique non stabilisés, on ne donne pas ce genre d'exercice-là, que ce soit pour de l'hyperventilation ou des apnées énormes. Les femmes enceintes, pareil, ceux qui ont de l'hypertension, non contrôlée encore une fois, des pathologies cardiovasculaires, bref, on évite de donner tout ça à tout le monde. Donc quand je vois des séminaires avec 150 personnes dans la même salle qui font de l'hyperventilation, ça me fait un peu rire. Et ça me fait aussi un peu peur, surtout. Donc la respiration est puissante, certes, mais ce qui lui donne vraiment sa force, c'est quand elle est contextualisée. Parce qu'on ne règle pas des problématiques chroniques, complexes, profondes, singulières, avec des méthodes toutes faites. Ça n'a jamais existé, et ça n'existera jamais. Tourne-toi vers des personnes formées pour ça. Soit des accompagnants en respiration fonctionnelle comme moi, des kinésithérapeutes respiratoires si tu es dans une forme de pathologie. Bref, entoure-toi de vraies personnes qui sont compétentes, qui peuvent t'apporter des solutions personnalisables. Et enfin, il faut comprendre une dernière chose essentielle avec le principe numéro 9. On parle très souvent de variabilité cardiaque. Alors, très souvent dans mon milieu, mais c'est vrai que sur le grand public, pas forcément. C'est quoi? C'est l'espace, le temps entre deux battements cardiaques. Et généralement, on va chercher à l'agrandir puisque ça montre une meilleure santé de manière générale. Il y a une sorte de course à avoir le meilleur score de variabilité cardiaque. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que la respiration ne doit pas uniquement vous servir à vous calmer ou à être dans des états de détente. Non, c'est un système qui est dynamique. C'est comme le système nerveux dont on parle tout le temps. Le but, c'est pas d'être toujours calme. Le but, c'est d'être en mesure de naviguer avec flexibilité entre les différents niveaux d'activation et de récupération. Et la respiration doit vous servir à ça. Cette flexibilité, elle va t'aider lorsqu'un imprévu arrive. Tu seras en meilleure posture pour ne pas t'effondrer face à l'événement. Tu vas être capable de revenir, de te recentrer et de supporter la charge que ça représente. Et pour offrir cette capacité de navigation et de régulation, tu peux quand même faire certaines pratiques respiratoires lentes. Donc si tu es dans des phases d'anxiété, de stress assez intenses, je t'invite vraiment à pratiquer ces respirations lentes, peu importe celles que tu trouves, surtout celles qui te conviennent le mieux dans tes ressentis, sans chercher la performance, juste en t'écoutant. En conclusion, la respiration n'est ni que mystique, ni que spectaculaire, elle est aussi mécanique, biochimique, neuronale, comportementale, mais, et c'est crucial, tout n'est pas adapté à tout le monde, je le répète. La respiration peut être thérapeutique, mais elle peut aussi être déstabilisante si elle est mal utilisée. Donc si tu veux réellement comprendre ton propre profil respiratoire, ton niveau de tolérance au CO2 par exemple, ton niveau de dérégulation émotionnelle et à quel point ton schéma t'impacte au quotidien, alors il te faut un accompagnement personnalisé. Parce qu'on ne corrige pas 20 000 respirations par jour avec une simple technique YouTube. On la corrige avec la compréhension, avec de la progressivité dans la pratique et de la précision.
Donc si tu es intéressé par cela, tu as juste à me contacter, tu as tous les liens dans ma description, envoie-moi un mail, contacte-moi sur Instagram, à toi de choisir. Et je te remercie pour ton attention durant cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, abonne-toi, partage-la, mets un j'aime, ça permet de booster le référencement, et puis on se voit pour la prochaine.